Bonsoir à tous, c'est la plus petite commune de la région bruxelloise qui est au centre de notre débat ce soir. Je vais vous parler de Saint-Josse, un peu plus d'1 km². On va tout de suite découvrir, si vous le voulez bien, sa carte d'identité. Sur ce petit territoire, 27 000 personnes cohabitent, une densité énorme et plus d'une centaine de nationalités. Elle est administrée par Emir Kir, un bourgmestre sans parti depuis qu'il a été exclu du PS en janvier 2020. PS qui a estimé qu'il avait rompu le cordon sanitaire en recevant une délégation de maires turcs dont certains étaient apparentés à l'extrême droite. Depuis lors, il continue néanmoins à gérer la commune avec des échevins socialistes et Voreut et une indépendante. Et on l'imagine, ce n'est pas toujours simple. Dans l'opposition, le principal parti est Ecolo-Groen. Il y a 5 candidats sur notre plateau ce soir. Je vais vous les présenter tout de suite, en commençant par vous, Emir Kir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, il y a Saïd Benamou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Les Engagés MR. Et puis, il y a aussi Ibrahim Dankouch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste de la team Fouad Haïdar. En face de vous, il y a Philippe Boyketé. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS. Et enfin, Ahmed Moussine, bonsoir. Vous êtes tête de liste Ecolo-Groen. Si vous suivez nos débats, vous le savez, c'est un tirage au sort qui détermine la première prise de parole. Elle dure 30 secondes et toutes les interventions des candidats sont chronométrées en régie pour assurer un juste partage du temps de parole. C'est vous, Philippe Boyketé, qui avez tiré le numéro 1. Alors on le voit, c'est un climat un peu particulier à Saint-Josse, au conseil communal, avec pas mal de tensions ces dernières années. Pour vous, quel est l'enjeu de ces élections ? Mais pour moi, l'enjeu avant tout, c'est celui du bien-être et de la qualité de vie des habitants de Saint-Josse. Et au-delà de ça, nous avons, avec le Parti socialiste, construit un projet avec et pour les habitants de Saint-Josse, un projet basé sur la solidarité, l'égalité, la justice sociale et la fraternité, pour répondre à toute une série de problématiques qui concernent directement les habitants de Saint-Josse. Je pense à la sécurité, à la propreté, je pense au logement et je pense aussi à la situation des familles. Pour nous, c'est essentiel de répondre à ces problématiques. Voilà, vous avez répondu en un peu plus de 30 secondes. Emir Kir, vous avez tiré le numéro 2. Même question pour vous. Pour vous, l'enjeu crucial, c'est lequel ? Je dirais qu'on a traversé des graves crises ces dernières années. La crise du Covid, elle a été suivie par une grave crise énergétique et puis l'inflation. Je pense que plus que jamais, les habitants se tournent vers leur commune pour trouver le bouclier pour les protéger. Nous avons déployé un projet extraordinaire depuis 6 ans, augmenter le pouvoir d'achat des habitants, améliorer le cadre de vie. Et plus que jamais, ce projet parle aux habitants. Les habitants à Saint-Josse savent une chose, c'est qu'on est proche d'eux et qu'on essaye à chaque fois de trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense que le grand enjeu pour nous est de poursuivre et de renforcer notre action. Alors, Saïd Benamou, vous avez tiré le numéro 3. Même question pour vous, quel est l'enjeu ? Ben écoutez, nous, c'est la jeunesse, et pour revenir à... c'est les engagés, MR, CDNV et OpenVLD. Et notre cheval de bataille, c'est vraiment la sécurité. Parce que je pense que sans sécurité, on ne peut mettre aucun programme de l'avant. C'est le droit fondamental de chaque citoyen et chaque de nos droits. Et je pense qu'il faut le donner à chaque citoyen. Ah bah vous avez répondu en moins de 30 secondes, en 20 secondes. Ahmed Moussine, c'est à vous maintenant. Quel est pour vous le principal enjeu ? 2 enjeux, la bonne gouvernance et la bonne gestion des moyens publics. La bonne gouvernance, on a constaté que ces 6 dernières années, c'était une catastrophe et on pourra développer après. Et puis la bonne gestion des deniers publics, ces 10 dernières années, la commune a dépensé 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Et les habitants n'ont pas vu cet argent. Les rues sont sales, il y a des maisons murées, il n'y a pas de maisons de jeunes. Et donc aujourd'hui, il est temps d'utiliser cet argent dans l'intérêt des citoyens. Ibrahim Dankouch, vous prenez le dernier, la parole. L'enjeu pour vous, nouveau visage dans la commune ? Effectivement, donc nouveau visage de Team Fouad Haïdar avec plein de succès donc, du 9 juin. Effectivement. Donc nous, principalement, c'est pour le vivre ensemble. Nous voulons absolument essayer d'améliorer donc, certains points qui devraient être dans l'absolu afin d'améliorer. Donc, nous avons effectivement tout ce qui est problème de parking. C'est l'une des grands jeux donc, à l'heure actuelle que beaucoup de gens se plaignent. Alors, nous avons entre autres tout ce qui est question de logement et nous avons le problème de la sécurité. Et par rapport à tout cela, nous avons aussi entre autres tout ce qui est les primes
Et question de faciliter les primes aussi. Donc, c'est-à-dire que nous voulons simplifier les points administratifs. Alors, on aura l'occasion d'y revenir puisque ces différents thèmes, ils sont tous prévus dans ce débat. Mais on commence tout de suite avec un point sur la situation politique. Emir Kir, la priorité pour vous, c'est le maintien de votre majorité absolue? Écoutez, je pense qu'on a un bilan exceptionnel quand vous faites le tour des communes, quand vous demandez aux habitants des autres communes et aux nôtres, les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont. Pourquoi ? On a toujours été aux côtés des habitants. Là où d'autres sont fermés, la commune est ouverte, avec un visage humain, des documents qui sont délivrés gratuitement, des documents d'identité les moins chers de Belgique. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, nous devons continuer cette politique humaine, proche des gens, qui permet un bon vivre ensemble, avec l'amélioration du cadre de vie, la propreté, la sécurité. Il y a encore des choses à faire. Et de manière générale, je dis que c'est le grand enjeu. Ouais, il y a un enjeu de survie pour vous, Emir Kir, aujourd'hui? Mais non, je pense que, vous savez, moi je ne fais pas de la politique pour moi-même. Si j'avais fait de la politique pour moi-même, j'aurais accepté certaines propositions pour devenir parlementaire au mois de juin. Je fais de la politique pour aider les gens, et j'adore aider les gens, et j'aime les gens. Pour moi, la chose essentielle dans la vie, c'est d'être utile, de pouvoir contribuer au bien-être des habitants. C'est ça mon moteur. Ouais, alors Philippe Boycoté, il y a une guerre entre vous aujourd'hui et la liste du bourgmestre? Écoutez, permettez-moi aujourd'hui de ne pas regarder dans le rétroviseur et d'essayer d'aller de l'avant. Dans la campagne. Notre priorité aujourd'hui et ce soir, c'est de faire des propositions qui intéresseront directement les habitants de Saint-Josse. Je crois que les habitants de Saint-Josse n'ont qu'à faire de ces petites chamailleries. Ça ne grandit pas le débat. Oui, mais elles sont déterminantes. Il y a un enjeu. Tout à fait, il y a un enjeu. Il y a des différences évidemment programmatiques entre le Parti socialiste et la liste du bourgmestre. Il y a aussi une différence de méthode. Mais pour nous, le plus important, c'est ce que nous allons faire pour les habitants de Saint-Josse. C'est le programme que nous allons défendre pour les habitants de Saint-Josse. Et pour nous, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Alors Saïd Benamou, s'il fallait faire la point à un moment donné, après le scrutin, on a dit à un moment donné qu'il y avait eu des contacts entre vous et la liste du bourgmestre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça et dire que vous pourriez venir en appoint à la liste du bourgmestre si elle n'a pas la majorité absolue, par exemple, ou si on vient frapper à votre porte? Écoutez, pour moi, le principal enjeu, c'est le citoyen, c'est le tenaudoir. C'est le tenaudoir qu'on doit servir. Donc, oui, mais pour parler politique... Mais c'est là où j'en viens. Mon programme est là, je crois que c'est la première fois, et c'est même historique, qu'on arrive à regrouper 4 partis sur une seule liste. C'est la première fois que ça arrive à Saint-Josse, je pense. Et justement, nous, les engagés, on est là pour rassembler et pas diviser. Donc, là où je veux en venir, c'est que pour nous, peu importe qui sera à la majorité ou aura le maximum de sièges, nous, l'important, c'est le citoyen. Oui, mais là, quel est votre partenaire privilégié aujourd'hui? C'est ce que je vous dis, j'en ai aucun. Ouais. J'en ai aucun. Tout dépendra du programme qu'on donnera aux citoyens. Ouais. Alors, pour vous, Ahmed Moussine, il y a une volonté, on sentait que dès votre première prise de parole, vous mettiez en cause la bonne gouvernance, la bonne gestion des données publiques. Vous voulez abattre Emir Kir, c'est ça votre souhait aujourd'hui? Non. Il y a une élection, on n'abat personne. Lors d'une élection, on présente un projet, un programme. D'ailleurs, je peux dire que notre programme est sur notre site, comme ça les citoyens qui veulent le voir pourront le vérifier. Et le constat, c'est qu'il y a vraiment de gros dysfonctionnements, y compris dans ce début de campagne, je le dis très clairement. Utilisation illégale du site internet pour faire la promotion de la liste du bourgmestre, utilisation de locaux communaux de manière illégale, tentative de faire changer les panneaux pour les mettre à la taille des affiches de M. Kir. Enfin, je veux dire que quand vous regardez ce qui se passe dans notre commune, on est presque dans une république bananière. Et donc, les mots sont très durs et les mots sont graves, les mots que vous employez. Ah, mais écoutez, je vous dis simplement que le ministre de tutelle, M. Claire Failly, a fait suivre un dossier au parquet. Et donc, oui, c'est grave, il y a des attitudes qui sont inacceptables, mais comme je le dis, nous, on va s'appuyer plutôt sur notre programme et essayer d'aller de l'avant. Oui, mais là, on doit donner directement la parole à Emir Kir. Alors, vous voilà sur le banc des accusés. Emir Kir, votre réponse à Ahmed Moussine? Vous avez vu la personne de M. Moussine, il n'a rien dit sur son programme. La seule chose qu'il fait depuis qu'il fait de la politique, c'est de faire de l'anti-Kir tout le temps. Il n'a pas dit un mot sur son programme. Les 2 mots qu'il a dit dans votre première question, c'est d'attaquer, de dire du mal d'autrui.
Vous savez, il y a eu une petite erreur qui a été commise par un fonctionnaire en mettant un communiqué de la liste du bourgmestre. Cette erreur a été dénoncée par l'opposition, elle a été réparée dans la minute. Vous savez, l'erreur est humaine. Quand on travaille, il arrive régulièrement qu'on puisse faire des erreurs. Pour l'immense majorité des communications, il n'y a pas eu de problème. Pour le reste, je ne me sens pas concerné par ce qui a été dit, puisque vous voyez ici que ce n'est pas de programme, ce n'est pas de projet dont on veut parler, c'est simplement s'attaquer à une personne. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis des mois, des années sur le territoire, puisque le seul discours qu'on entend, c'est celui aujourd'hui qu'il a la franchise, et je tiens à le dire, il a la franchise de le dire aujourd'hui publiquement à la télé. Votre réponse par rapport à ça, est-ce que vous faites une guérilla anti-Kiev? Non, pas du tout. Je fais une guérilla à la mauvaise gouvernance et à la mauvaise gestion des deniers publics. Comme je vous le dis, il y a une plainte qui a été déposée par le ministre de tutelle au parquet. Donc ça, ce sont des faits. Et ce qui me scandalise là dans les propos de M. Kir, et c'est toujours comme ça, à chaque fois qu'il y a des graves violations de la loi, il les fait porter à l'administration. Et je m'adresse à l'administration aujourd'hui. Sachez que demain, après le 13 octobre, les choses changeront. L'administration sera protégée, l'administration sera respectée, l'administration ne sera plus humiliée. Alors, oui, c'est une dernière réponse, parce que ce n'est pas un débat entre vous. Je vous permets de répondre, et puis je donnerai la parole à M. Dankouche. Je me rappelle, il y a 6 ans, j'ai eu le même débat avec l'autre chef de file écolo qui montrait des papiers en faisant quoi? Ça ne sert à rien de jeter de la poudre aux yeux pour faire peur aux gens. Nous avons une bonne commune, bien gérée, à chaque fois en équilibre au niveau du budget. Tout est approuvé par la tutelle. Alors, faire des petits effets d'annonce ici en pleine campagne électorale, c'est tout le temps la même recette qui vient pendant ces débats, je le regrette. Alors, on ne vous mettra pas d'accord, on a bien compris, mais on aura l'occasion de revenir de toute façon dans les thèmes du débat sur les instruments à mettre en œuvre et sur cette question de gouvernance. Ibrahim Dankouche, merci pour votre patience, mais il fallait vraiment faire le point sur ce débat. Alors, même question pour vous, si à un moment donné, on vient frapper à votre porte, après le 13 octobre, quel est votre partenaire privilégié ? Écoutez, nous avons toujours été clairs dès le départ, avec toute grande transparence. Nous avons la neutralité, c'est-à-dire que notre neutralité est neutre. Nous ne connaissons pas notre scrutin, nous avons des électeurs qui vont voter et on se positionnera donc de manière... Oui, mais le message que vous dites aux électeurs, c'est on est plus près de Philippe Boycoté, plus près des Colo Groot, plus près de la liste... On est neutre. Oui, mais à un moment donné, vous devrez faire un choix. Donc, votre cœur balance vers quelle liste, mais le choix ne peut pas encore être dit déjà maintenant ou être prononcé comme certains le font. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet. On doit être neutre parce que les électeurs ont besoin d'un changement. Et si le changement est là, on en discutera. Mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Donc notre enjeu, c'est de voir la souffrance de la population ténédoise. Je suis un ténédois depuis de 1975. Je connais particulièrement ce qui se passe déjà à Saint-Josse. Donc quand on voit un peu les points à améliorer, on parle d'amélioration, on ne parle pas de confrontation. Il faut savoir que la commune de Saint-Josse, effectivement, donne des gratuités. Je pense que c'est quand même l'une des choses qui est tellement rare. Donc nous reconnaissons ce qui est dans le sens positif. Vous voyez, donc, alors, on a tellement des atouts à en discuter pour l'instant, mais je pense qu'on en parlera donc à la suite. Alors, M. Boycoté, est-ce que vous imaginez pouvoir collaborer à l'avenir avec la liste d'Emir Kir, ou c'est impossible, inimaginable pour vous à l'heure qu'il est ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des divergences programmatiques. Ouais. On aura Est-ce qu'il y a un l'occasion d'en conflit de parler. personnes, autrement dit, On aura l'occasion d'en parler durant le débat, et puis aussi des divergences quant à la méthode. Mais permettez-moi, et je le redis encore une fois, de ne pas regarder dans le rétroviseur, de regarder de l'avant. Et regarder de l'avant, c'est regarder ce qui va intéresser réellement. Sur la méthode des divergences, est-ce que ces divergences sont irrencontrables ? Ou est-ce que vous pourrez vous rencontrer si les électeurs en décident ainsi, et si vous le souhaitez, avec la liste d'Emir Kir ou pas ? Vous savez, les électeurs, pour le moment, ils sont en train de choisir. Ils sont en train de regarder ce qui est proposé par les différentes formations politiques. Et ce qu'ils n'ont pas envie, c'est finalement qu'on leur propose du chicaya, qu'on leur propose des tensions. Ce que l'on veut, mais les tensions, elles préexistent, M. Boycoté, vous serez d'accord avec moi. Exactement. Mais les électeurs n'ont pas besoin de ça pour l'instant. Ce que les électeurs ont besoin, c'est d'un programme. C'est de voir ce qui va changer pour eux demain.
demain dans leur commune. Et c'est ça notre objectif, nous, au Parti Socialiste. On est un parti responsable. On est responsabilité à Saint-Josse depuis 70 ans. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Oui, juste une question pour vous aussi. Une liste avec la liste PS, vous l'imaginez, elle serait possible, Monsieur Kir, ou pas ? Je voudrais dire deux choses. La première, par rapport à votre introduction, c'est moi quand même dire un mot. D'abord, je n'ai jamais invité les maires turcs dont vous avez parlé. C'est un socialiste, Karl-Heinz Lambert, qui les a invités, Parti socialiste au Parlement. L'Association des villes et des communes turques m'a demandé de pouvoir être accueilli, de faire une visite de courtoisie dans ma commune. Je l'ai accepté. Tout le monde a compris que c'est une éviction, ce n'est pas une exclusion. En fait, on a voulu m'écarter. Ça s'est passé. J'ai toujours été un homme de gauche et je continue à l'être. Il y a toujours eu une liste du bourgmestre à Saint-Josse depuis 1982, Guy Cudel. La deuxième chose que je voudrais dire, ça fait quand même 4 ans qu'ensemble, les deux personnes qui se trouvent devant moi, font campagne ensemble. Et que le PS pour dire il faut mettre fin à Emir Kir à Saint-Josse. Il faut avoir aussi l'honnêteté des propos qu'on tient un peu partout. À partir de là, quand j'entends ce que la rue me dit, ce que les habitants me disent, les commerçants me disent, je ne travaillerai pas avec les gens qui me trahissent. Ça, c'est une première chose, c'est par rapport à monsieur. Et 2, je ne travaillerai pas avec les gens qui font de la politique contre les personnes. Je ne travaille qu'avec les gens qui sont d'abord fidèles, loyaux dans les projets, et 2, qui ne s'attaquent pas aux personnes. Ouais, et donc vous ne travaillerez ni avec Ahmed Moussine, ni avec M. Boykoté. On vous aura compris. Voilà, il faut de l'honnêteté. Voilà, c'est clair comme ça. Non, attendez. Oui, mais je vais vous donner la parole. Permettez-moi de garder la maîtrise du débat, si vous le voulez bien. M. Boykoté, alors il y a une campagne entre vous et Ahmed Moussine depuis 4 ans, dit M. Kir. Votre réponse par rapport à ça ? Monsieur Kir peut entendre ce qu'il veut entendre. Moi, je ne suis pas là pour débattre de ces choses-là. Moi, je suis là pour débattre des choses qui intéressent. À ce qu'il vient de dire. Je suis là pour débattre des choses qui intéressent directement les habitants. Et donc, il y a une campagne ou il n'y a pas de campagne, selon vous ? C'est l'analyse que Monsieur Kir fait. Et quelle est la vôtre ? Et quelle est la vôtre ? Mais vous savez, à partir du moment où on est critique sur un mode de fonctionnement, sur une manière de travailler, on doit aussi pouvoir l'accepter. Je constate que ce n'est pas le cas. Dont acte, passons, avançons. Alors, M. Moussine, rapidement. Je dirais simplement que malheureusement, M. Kir personnalise tout. C'est-à-dire la critique de sa manière de faire de la politique, il le prend pour lui. Et la deuxième chose, je tiens quand même à préciser qu'il s'agit bien d'une liste tirée par M. Kir, qui est une liste d'indépendants et de MR. C'est bien une liste de droite. Et donc j'entends bien qu'il est de gauche, mais il y a des élus de droite. Non, mais je tiens à le préciser parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion dans l'esprit des citoyens. Ouais. Alors, M. Kir, votre réponse. Et puis on donnera la parole aux deux autres qui sont très en retard sur le temps de parole. Vous savez, tout le monde nous écoute, il faut avoir un peu d'honnêteté. Vous êtes venu voir des tas de gens en disant « j'ai fait un accord avec Ahmed Laoueche pour la prochaine coalition ». Soyez honnête. Au lieu de tourner en pont et au lieu de raconter, moi, l'avenir... Vous avez fait un accord avec M. Laoueche, vous avez été le crier sur tous les toits auprès de tous les commerçants qui nous écoutent au moment où on parle. Vous l'avez fait, ensemble. Après, de mon côté, par rapport à ce que vous me dites, écoutez, nous, on a une très très belle liste. Les conseillers communaux, pour leur immense majorité, les échevins sont restés avec moi. Dans mon groupe, effectivement, il y a parfois des gens d'autres obédiences politiques. Oui. Mais pour l'immense majorité, c'est des gens de gauche. Et sur ma gauche, il y a quand même M. Saïd Benhamou qui vous a expliqué qu'il y a 4 partis politiques qui forment sa liste, dont les partis qui ont été cités par Monsieur Moussine, à savoir le MR, OpenVLD, alors justement, par rapport à ça, on va essayer d'être clair. Est-ce qu'il y a cet accord entre vous, Écolo-Groen, et le PS, que vous avez négocié avec M. Laoueche, M. Moussine, une réponse, puisque vous êtes attaqué sur ce plan-là? Écoutez, je dirais simplement c'est un mensonge. Chez Écolo, il y a un principe de base. Quand il y a un accord qui est signé, il est public. Vous n'avez pas entendu parler d'accord de manière publique, eh bien c'est qu'il n'existe pas. Après, nous avons une sensibilité de gauche, et donc évidemment que le discours de M. Boykoté me séduit plus que le discours de droite de M. Kir, évidemment. M. Boykoté, rien à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Écoutez, avançons, parlons du projet et arrêtons de parler des personnes. Très rapidement, et puis je donnerai la parole à M. Benhamou. J'adore, c'est juste génial, quoi. Ils vont voir les habitants, ils disent clairement qu'ils ont un axe, etc. Et ils viennent ici dire que c'est trop drôle, quoi. Je m'amuse un peu, permettez-moi de sourire. On ne vous mettra pas d'accord, on l'a bien compris, mais je voudrais les réactions des 2 autres candidats qui ont regardé ça très calmement. Une question pour vous, Monsieur Benhamou, vous qui êtes
aujourd'hui en campagne. C'est une première campagne pour vous, si je ne me trompe pas. Comment vivez-vous cette situation? Comment vivez-vous cette tension qui est palpable sur ce plateau? Écoutez, il faut savoir que je suis un homme de terrain, je suis un citoyen de terrain. Je suis rentré en politique justement pour ces alertes-là. Moi, je trouve que c'est, pour des professionnels qui sont ici parmi nous, je trouve que c'est du bac à sable. C'est du bac à sable se disputer, parce que je pense qu'on oublie la priorité en politique. C'est servir le citoyen et pas l'inverse. Je pense que c'est ça qu'il faut faire en priorité et avoir un collège assez fort pour servir le citoyen. Et je pense que cette guéguerre au milieu du Conseil, je pense que c'est... Et ça ne vous incite pas à vous positionner aujourd'hui? Écoutez, moi je ne me positionne pas, parce que je n'ai pas lu le programme de tout le monde. À part Écolo, on n'a pas besoin de le lire, on le connaît plus ou moins. Mais je ne les retire pas des négociations ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on va laisser le citoyen décider de tout ça. Et c'est la priorité, c'est le citoyen. Mais si j'ai bien compris, vous ne vous sentez pas très proche du programme d'Écolo. Écoutez, on le connaît tous sans le lire. Le programme d'Écolo, on le connaît tous sans le lire. Je crois que vous-même, vous faites quelques tours en voiture avant de vous garer. Vous parlez de Good Move, évidemment. Voilà. Donc voilà, on n'a vraiment pas besoin de ça en plus à Saint-Josse. On a une commune qui n'a pas accepté le Good Move. Donc je ne crois pas que ça serait le moment de le mettre en œuvre chez nous à Saint-Josse. On a vu ce qui s'est passé à Scarbeck, j'ai été présent même. On a vu ce qui s'est passé en Anderlecht. Il y a des bails qui fonctionnent, hein, Scarbeck plus ou moins bien. Écoutez, c'est ce qu'on dit, mais en pratique, je suis à Scarbeck et à Saint-Josse, je ne pense pas que ça fonctionne. Alors, Monsieur Dancouche, vous aussi, par rapport à ça, comment vivez-vous cette situation? C'est votre début en politique, ce climat qui est aujourd'hui présent sur le plateau. Ne me dites pas qu'on ne le ressent pas quand on se balade et qu'on fait campagne à Saint-Josse-ten-Noode. Hein. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc... un nouveau parti est également, c'est que nous sommes tout le temps sur terrain avec mes équipes. Nous sommes sur la directive de M. Fouad-Taïda, de façon que c'est une grande expérience qu'il a donc. Et nous essayons de mettre en œuvre cette expérience, bien entendu, sur le terrain de Saint-Josse. En connaissant ma base, où j'ai été tout le temps indépendant, je connais donc ce que veut dire les commerçants. Je veux savoir ce que souffrent les commerçants. Je veux savoir ce que ça veut dire l'éducation, puisque je viens de l'éducation des écoles de Saint-Josse. Je veux savoir ce qu'on parle quand on parle d'un problème de parking. Je sais ce que ça veut dire, des souffrances de parking, par exemple, parce que j'ai été un travailleur. Je pense qu'ici, l'enjeu pour nous, personnellement, c'est de pouvoir apporter, et je le redirai encore, une amélioration à Saint-Josse-ten-Noode. Parce que nous avons aussi, bien entendu, de la gratitude de ce qu'il en est. C'est important. Donc nous reconnaissons ce qui a été de bien et nous voulons faire une amélioration. Oui, mais par exemple, Fouad-Taïda, dans sa campagne régionale, n'était pas très favorable au plan Good Move. J'imagine que sur le terrain de Saint-Josse, vous avez la même position. Attention. Quand on parle de Good Move, on parle déjà... On parlera de mobilité, hein, mais c'est juste pour une mise en bouche, si vous permettez. Je ne vais pas favoriser de dire qu'on est pour, mais il faut savoir qu'on a quand même des points qu'on devrait en discuter, question de Good Move. Voilà, très bien. On va en discuter dans le débat puisqu'il y a un point mobilité qui est prévu. J'espère qu'on en aura le temps. Je fais tout de suite un petit point sur les prises de parole. Vous avez de l'avance, monsieur Emir Kir, puisque vous avez à peu près une grosse minute 30 d'avance. Mais c'est normal puisqu'il y a eu un ping-pong entre vous et certains autres candidats sur le plateau. Donc vous deviez vous exprimer. On l'a permis, évidemment, mais je vous demanderai d'être plus bref dans vos prochaines interventions. On va parler de la prostitution. C'est un enjeu puisque cette prostitution aux abords de la gare du Nord, elle amène son lot de difficultés, de nuisances. L'insécurité y est toujours importante. Et écoutez ce qu'en pense la responsable de l'association Espace P, qui accompagne les travailleurs du sexe, une association qui est implantée en plein cœur de ce quartier de la prostitution. On a vraiment vu le quartier péricliter à différents niveaux. En termes d'insécurité, en termes de violence, en termes de nuisances aussi, en termes de difficultés dans l'espace public, au niveau de l'aménagement des voiries, de l'environnement dans lequel ces personnes travaillent. L'insécurité fait aussi que la clientèle est difficile à venir. Alors on a vu un grand changement avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, il n'y avait pas beaucoup de télétravail.
Et donc ici, il faut savoir que près de la gare du Nord, c'est quand même une des plus grandes gares de la région bruxelloise, avec beaucoup de nafteurs qui viennent travailler et pour lesquels, depuis la période Covid, il y a quand même beaucoup plus de télétravail, donc moins de fréquentation, donc moins de contrôle social aussi. Voilà, donc on entame ce volet sécurité. Monsieur Benamou, vous êtes en retard sur le temps de parole. Je vais vous proposer de commencer sur ces sujets. On voit l'enjeu lié à la prostitution. On voit que la sécurité est un corollaire. En termes de prostitution, comment assurer une meilleure gestion du phénomène sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode? Écoutez, je suis un habitant du quartier Nord depuis plus de 38 ans. Je connais vraiment le quartier Nord et tout ce qui se passe dans le quartier Nord. La prostitution a toujours amené son lot d'insécurité, de drogue et tout ça. Mais le problème là, il faut vraiment encadrer ce milieu-là. Donc moi je pense qu'il faut d'abord régler le problème de sécurité en encadrant tout le quartier Nord. Parce que, et cet encadrement doit passer par quoi pour être concret pour nos téléspectateurs? Écoutez, les engagés ont même proposé à la région qu'il manquait 830 policiers, 234 magistrats. Vous savez, les policiers en ce moment font un travail fou. Ils essayent de ramener de l'ordre dans le quartier Nord, mais c'est impossible. Vous savez, quand j'ai fait un sitting à la gare du Nord pendant les élections, et vous savez, quand un policier doit arrêter une personne qui a commis un crime et devoir le relaxer juste après, c'est pas normal. Les habitants... Oui, mais sur le plan communal, dans les compétences communales, pour gérer le phénomène de la prostitution, quelles sont vos propositions? Plus de sécurité, essayer d'augmenter la présence policière, essayer de mettre un style, comme il se passe un peu aux États-Unis, des îlots dans certains points chauds, où on pourrait mettre 3-4 policiers dans l'endroit pour cadenasser le quartier Nord. Le problème vient toujours de là. Vous savez... C'est grave. J'ai rencontré une dame qui habite justement dans le quartier Nord, dans une rue où il y a la prostitution. Elle m'a dit une parole choc ce week-end en me disant que je veux installer une grille devant ma porte. Vous savez, imaginez-vous, c'est une famille. Alors, je ne veux même pas imaginer les prostituées. Donc, elles sont aussi en insécurité. Très bien, on vous a entendu en tout cas. Alors, Monsieur Dancouche, vous, pour gérer ce phénomène qui participe à l'insécurité et au sentiment d'insécurité, quelles sont vos propositions? Tout d'abord, il faudrait savoir que la team Fouad Haïdar est conscient de la réalité de la prostitution. C'est-à-dire que nous avons, et d'ailleurs il y a une charte qui a été signée en 2020. Nous, on est tous pour l'encadrement. Bien entendu, un encadrement de façon, il faut trouver aussi la sécurité des habitants qui sont dans la rue parallèle. Il ne faut pas oublier que la rue Brabant est une très belle exploitation, effectivement, de commerçants. Il faut préconiser donc de dire, voilà, on va sécuriser, effectivement, quand on parle de policiers, mais je dirais plutôt des policiers ou policières en civil, qui est important. Donc pour nous, c'est plutôt ce genre de priorité qui devrait absolument. Et essayer de parler aussi donc, au maximum, quand on parle de santé, il faut essayer de trouver donc, l'enjeu global. Donc pas que uniquement dans la prostitution, l'encadrement, il y a quand même des habitants, il y a quand même des jeunes autour à travers de tout ça. Je pense qu'il faudrait un peu essayer de trouver le terrain de l'efficacité. Alors, Monsieur Boyqueté, c'est vrai que la commune a entrepris l'achat de certaines maisons, certaines carrés qui étaient dans le quartier, des carrés qui sont aujourd'hui murés. Selon vous, est-ce qu'il faut continuer cette politique d'acquisition? Vous avez été dans la majorité. Est-ce qu'il faut continuer cette politique-là ou il faut de nouveaux accents? Alors, il faut évidemment aller vers un mode d'extinction de ce phénomène. Ça peut se faire par l'achat ou par des discussions avec les propriétaires, ou un peu plus que des discussions, parfois forcer la main des propriétaires à changer d'affectation. Donc pour vous, il faut éradiquer la prostitution. Il faut aller vers un mode d'extinction de ce phénomène, parce que ce phénomène n'a pas sa place dans les rues de Saint-Josse. Pour ma part, il faut renforcer la police de proximité, évidemment, pas simplement quand il y a des incidents. Il faut que ce soit fait de façon continue. Et il faut aussi encadrer aussi, et on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera de mobilité,
il faut aussi encadrer la circulation de plaisance dans le quartier. Et quand vous dites, quand vous dites qu'il faut aller vers l'extinction, est-ce qu'il faut en rachetant ou alors en interdisant la prostitution à cet endroit? En essayant de convaincre les propriétaires qu'ils ont peut-être mieux à faire que de mettre des carrés au rez-de-chaussée. Mais je voudrais revenir sur la circulation de plaisance dans le quartier. Aujourd'hui, on a mis des blocs de béton rue verte et on force tous les habitants à faire un grand tour pour pouvoir trouver une place de stationnement. Pour moi, ces blocs de béton doivent disparaître et il faut mettre d'autres dispositifs à la place. Il faut mettre des caméras ANPR, des caméras qui délivrent et qui verbalisent les personnes qui viennent dans ce quartier uniquement pour pouvoir avoir des activités de plaisir. Et pour moi, c'est l'essentiel. Il faut à un moment que la commune prenne ses responsabilités, utilise les outils qu'elle a en sa possession pour pouvoir mettre fin à ce phénomène. Alors, M. Moussine, quand là, M. Boycotté parle de disparition progressive de la prostitution dans le quartier. Est-ce que vous, chez Écolo, vous êtes sur la même longueur d'onde? Je n'ai pas vu ça dans votre programme, pour être tout à fait clair. Vous parlez plutôt d'une personne dédiée au sein de l'administration communale pour accompagner les questions liées à la prostitution. La première chose, c'est qu'on doit être attentif à la fois aux travailleuses du sexe et aux habitants. Et c'est cet équilibre qu'on doit rencontrer. Je pense qu'effectivement, des carrés dans des quartiers résidentiels sont voués à disparaître. Voilà, c'est la tendance générale. Par contre, la manière dont c'est fait actuellement me semble plus que problématique. Récemment, la commune a acheté une carré, puisqu'on dit une carré, qui était évaluée à 120 000 €, 27 mètres carrés, à 160 000 €. C'est-à-dire que la majorité actuelle est prête à donner des sommes folles, et puis ensuite, elle mure ces bâtiments de manière tout à fait illégale. Le Code du logement stipule bien que lorsqu'un logement est fermé, pas plus d'1 an. Et donc tout ça se fait dans l'illégalité. Nous, on souhaiterait que ça se fasse dans la légalité. Alors, j'entends bien, je ne sais pas si on parlera de la sécurité dans un deuxième temps. Rapidement, oui. Très rapidement, parce que je pense que la question de la sécurité, effectivement, mais si vous importante. permettez, on va permettre à Émir Kir de répondre par rapport à cette question de légalité des fermetures de carrés. Oui, rapidement. Si chaque fois que j'interviens pour donner un argument sur la politique menée par la majorité, on considère que c'est une attaque, ça me posera un problème. C'est pas une attaque, c'est pas une attaque, c'est simplement permettre à quelqu'un qui a mis une politique en chantier de pouvoir y répondre. Si j'ai employé le mot attaque, c'était pas à dessein, mais votre réponse là-dessus, je suis content ce soir parce que je vois que tout le monde va dans le sens de la politique que je mène. La politique que je mène, c'est de supprimer progressivement les carrés en lien avec la traite des êtres humains. Ouais. Quand je l'ai dit, il y a 12 ans, j'ai été diabolisé. Quand je l'ai dit, il y a 6 ans, j'ai été diabolisé. Je vois maintenant que la politique que je mène va dans le bon sens. Oui, mais sur cette légalité, M. Kir. La légalité mais la légalité du fait que ces carrés sont achetés à des prix surestimés, selon Ahmed Moussine, et puis après fermés totalement. Je devrais être en prison. Quand on l'écoute, ce monsieur, je devrais être en prison depuis très longtemps. Je vais vous expliquer la procédure qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il connaît et il fait semblant de ne pas la connaître. Pour acheter un bien, vous devez demander l'autorisation de l'État. L'État évalue le bien. Avec la réforme de l'État, c'est la région bruxelloise qui évalue le prix du bien que vous voulez acheter. Il fait une étude de marché dans le quartier. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai pu acheter un bien où il y avait un carré en lien avec la traite des êtres humains, on l'a acheté. Il se fait que le prix qui a été proposé par la région bruxelloise était ce prix-là. Eux ne veulent pas regarder le dossier et voir la réalité. Enfin, ce que je voudrais dire aussi par rapport aux maisons qui sont murées dans le quartier. J'ai entendu ici et là des critiques. Quand on ne va pas dans les quartiers, on ne connaît pas la vraie vie. Si on a parlé de problèmes de sécurité, je rejoins. Il y a des problèmes graves. Vous savez, aujourd'hui, au moment où je parle de ça, dans d'autres communes, les gens vendent et ils partent. À Saint-Josse, personne ne part parce qu'on prend des mesures. Pourquoi est-ce qu'on a muré? Quand vous avez un bien qui est laissé en abandon, certaines personnes entrent par ce bien et sont occupées à faire des cambriolages et des agressions dans les maisons tout autour. Donc on a muré, et pour chaque maison, c'est environ 3 millions d'euros d'investissement que nous avons fait, et nous avons déjà obtenu 2 750 000 € de subventions de la région. Et toutes ces demandes prennent du temps à avoir les validations. Alors, une réponse, M. Moussine, et puis on passera à la question de la sécurité. Je dirais simplement que en 2016, Écolo a déposé un amendement
à un règlement que le bourgmestre avait fait. Et nous avons obtenu la fermeture de tous les carrés de la rue de la Rivière. Ça, ce sont ce qu'ont obtenu les écologistes. Par la suite, le bourgmestre a fait une série de règlements qui ont tous été cassés par la tutelle. Et donc, je dis simplement que depuis 2016, nous allons dans ce sens-là. Ce qui nous pose problème, c'est la méthode. Et donc, encore une fois, oui, l'objectif, c'est de permettre à la fois aux habitants d'avoir un quartier apaisé, d'être attentifs aux travailleuses du sexe pour qu'elles ne se retrouvent pas à travailler dans la rue, et c'est cet équilibre-là que nous essayons de rencontrer et qui n'est pas rencontré par la politique du Monsieur Kir, et puis on passera à la sécurité en général. Écoutez, je peux quand même un peu sourire, parce que c'est tendu parfois, c'est comique, quoi. Tous derrière Espace P et Utsopi, à dire que nous allons trop loin, c'est la majorité, c'est nous qui avons la majorité. Sans la majorité, vous ne prenez aucune décision. Qu'est-ce qu'on raconte ici ? Alors, dans l'autre volet de la sécurité, c'est la sécurité sur l'ensemble du territoire de Saint-Josse. Monsieur Boqueté, quand je vois, vous parlez de fermeture de café à 1h du matin, de création de patrouilles de nuisance publique, les caméras, vous en avez déjà parlé. Vous parlez de création de conseils de quartier. Quelle serait votre mesure prioritaire ? C'est un ensemble de mesures. Il n'y a pas de mesure prioritaire en particulier, mais il y a une volonté de véritablement s'attaquer à la problématique de la sécurité et de la tranquillité publique. Parce qu'un bourgmestre, avant tout, ses premières missions, c'est d'assurer l'ordre public, c'est la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Et donc, on propose toute une série de mesures dans notre programme. La fermeture des cafés à 1h, qui pose énormément de nuisances dans les quartiers. Beaucoup de riverains se plaignent de l'ouverture tardive des cafés la nuit. On propose aussi toute une série de mesures pour encadrer justement un certain nombre de phénomènes de nuisance. On propose, comme ça se fait dans d'autres communes aussi, des patrouilles dédicacées, des patrouilles de police dédicacées. Et donc elles iraient par exemple fermer les cafés aux heures prescrites, etc. Ce serait une des missions de ces patrouilles Les cafés seront fermés aux heures que l'on demande. Ouais, donc ça mais pourra permettre, nuisance publique, ça pourra permettre aux patrouilles de police de s'attaquer à d'autres problématiques qui posent aussi des difficultés aux habitants la nuit, la présence de groupes dans nos rues qui créent du tapage et c'est pas acceptable évidemment pour nous aujourd'hui. Ouais. Alors Monsieur Dancouche, quand je lis votre programme, vous parlez d'approche holistique qui associe prévention, diversité, collaboration entre les services de sécurité et la communauté. Alors certains de nos téléspectateurs vont peut-être se dire tiens, ça veut dire quoi sur le terrain ? Concrètement, ça va entraîner quoi ? Vous voyez quoi comme mesure ? Tout d'abord, il faudrait savoir que quand on parle de sécurité, il faut d'abord comprendre ce que veut dire la sécurité. Parce qu'il y a 150 nationalité qui vit déjà donc, à Saint-Josse. Il y a 150 ritualités, coutumes qui arrivent avec chacun et chacune. Donc la sécurité, il faudrait l'améliorer. Et afin de l'améliorer, donc, il faudrait prendre des dispositifs, effectivement, avec les forces de l'ordre. C'est important. Pour nous, fermer un café à 1h n'empêche rien, question de sécurité. Les tapages nocturnes, c'est du sans cesse. Il y a des gens qui vont aller boire à 10h, à 11h ou à 23h, qui vont se retrouver en tapage de nocturne. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir améliorer la sécurisation globale dans les quartiers qui sont vulnérables. Ça c'est clair, mais concrètement, ça doit passer par quoi, Monsieur Dancouche ? Par des patrouilles supplémentaires, des caméras Comme nous l'avons déjà bien dit aussi donc, auparavant, c'est des caméras effectivement de surveillance qui devraient être donc, en direct avec les patrouilles de la police. Et ceci mènera donc, s'il faut, des recherches locales, bien entendu, ou des interventions, bien entendu, par les forces de l'ordre. Oui, alors rapidement, Émir Kir, sur la sécurité sur l'ensemble du territoire, vous parlez de 50 caméras en activité, de coopération renforcée avec la zone de police. On connaît la situation de la zone de police. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Très rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole. D'abord, je pense qu'il faut à la vérité que ça se passe plutôt bien chez nous. Donc il n'y a pas un mort toutes les semaines, il n'y a pas de coup de feu. Le climat à Saint-Josse est formidable, c'est un village, les gens se parlent, les gens se connaissent. J'organise un écran géant pour la Coupe d'Europe, l'écran ne brûle pas, les gens se parlent, les gens se respectent. Donc il faut arrêter de donner l'impression qu'ici à Saint-Josse, c'est le Texas. Ça, c'est ailleurs. Ailleurs, je note dans la presse tous les jours que les gens ne veulent plus vivre dans certains quartiers, ils vendent. Deux, on a pris des mesures en fait. On a des gardiens de la paix aujourd'hui et on est modèle en la matière qui travaillent depuis l'année passée dans les quartiers sensibles jusqu'à 21h du soir.
12 gardiens de la paix supplémentaires. Et on a engagé dans le quartier nord 10 policiers supplémentaires qui font des patrouilles. Donc moi je pense que la présence humaine, le dialogue, la prévention, la mesure de fermeture des cafés à 1 heure, je m'en étonne, parce que Scarbeck a essayé de le faire, ça ne marche pas. Et par rapport aux cafés et aux établissements qui posent des problèmes, le premier magistrat de la commune peut fermer des établissements. Ce qui me fait sourire, c'est que certains vont coller des affiches dans les établissements que j'ai été fermé pour de bonnes raisons, en expliquant que je suis un méchant bourgmestre. Non, je ne suis pas un méchant bourgmestre. J'essaye d'être juste par rapport aux nuisances avec les habitants. Alors, Monsieur Moussine, dans votre programme, on voit que vous prenez la création de zones d'action renforcées pour rendre les quartiers plus sûrs. On ferait quoi dans ces zones d'action renforcées? Il y en aurait combien sur le territoire de la commune? Écoutez, le nombre sera à déterminer avec les citoyens. On en voit déjà 2 ou 3, mais ce qu'on considère, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème en termes d'explosion des chiffres, en termes de violence et de toxicomanie. Les chiffres sont clairs. Depuis 2013 à 2023, les cas de faits de violence ont augmenté de 50%. Les faits liés à la drogue, fois 2,5. C'est bien au-dessus de la moyenne régionale. Donc, on peut fermer les yeux et dire tout se passe bien, je ne le crois pas. J'ai été député en commission intérieure au niveau de la région et je pense effectivement que ce qu'il faut dans une zone comme le quartier nord, c'est faire ce qui a été fait dans le quartier midi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une unité de décision, c'est-à-dire qu'on doit se concerter avec le fédéral pour que la police du rail, la police fédérale, la police locale travaillent ensemble. Et on doit se concerter également avec le parquet pour que dans ces zones d'action renforcées, toute personne qui deal soit sanctionnée bien plus fort. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui du deal près du lycée Guy Cudel, par exemple, qui est problématique. On souhaiterait que cette zone-là, rue Willem et lycée Guy Cudel, soit une des zones d'action renforcée et que des personnes qui deal dans ce quartier comprennent que la sanction sera plus forte. Donc, collaboration avec le parquet. Et puis, à un moment, j'ai envie de rire. Oui, il y a moins de policiers à Saint-Josse. C'est le MR qui l'a décidé à un moment au niveau fédéral. On ne va pas rentrer dans une polémique fédérale, si vous le voulez bien. Mais à un moment, ce sont des compétences communales. On ne peut pas au niveau local dire il faut plus de policiers et la main droite au fédéral diminue les moyens. La norme KUL, c'est quelque chose qui a des conséquences sur le local. La norme KUL, c'est en fonction de la population, ça fixe le nombre de policiers. Elle n'a pas été revue depuis longtemps. Comme ça, je fais une petite précision technique. Monsieur Delamou, une réponse par rapport à ce que vient de dire Monsieur Moussine. Monsieur Moussine, vous me faites rire souvent. Parce que vous parlez souvent, écoutez, vous avez des duos dans votre tête souvent, mais le problème, vous avez parlé de fédéral, vous avez parlé de région, de se concerter avec les... Mais est-ce que vous avez déjà parlé des citoyens? Est-ce que vous avez déjà parlé d'aller parler aux citoyens et comprendre le problème? Vous parlez de deal. Ce qui se passe au quartier nord, c'est que de la deal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les migrants? Est-ce qu'il y a un problème, oui ou non, avec les migrants? Je pense que oui, mais le problème, c'est que vous n'osez pas descendre après 22 heures, même après 18 heures, je ne vous ai jamais vu dans le quartier nord, vous n'osez pas. Moi, je me promène dans tout Saint-Josse, et je sais d'où vient le problème. Et tous les citoyens, mais ce n'est pas que les migrants, Vous parlez de toxicomanes, ce sont des gens malades, il faut les suivre. Il ne faut pas punir, tout le temps punir. Tout ce que vous savez faire, c'est punir. Vous parlez du niveau fédéral ou région. Vous faites que ça, punir au niveau fédéral, au niveau de la région. Vous ne trouvez pas des compromis avec les citoyens. Oui, alors Monsieur Moussine, sur votre connaissance du terrain qui est mise en cause. Écoutez, moi j'ai 57 ans, mes parents ont une boulangerie dans le quartier nord, donc je connais très bien les citoyens. Je leur ai vendu du pain, donc je le sais. Par contre, effectivement, nous considérons que les toxicomanes sont des gens qui sont malades. Et donc, par exemple, une salle de consommation moindre risque, c'est quelque chose que nous pensons devoir développer dans le quartier nord. Et ça, nous travaillerons effectivement avec la région, parce que ça ne peut pas se faire uniquement au niveau communal, et donc il y aura des collaborations. Alors cette salle de consommation à moindre risque,
qu'elle ne figure que dans votre programme. Je ne vais pas entamer un tour de table là-dessus parce que je voudrais qu'on parle d'un phénomène qui inquiète beaucoup également, qui préoccupe beaucoup les habitants de Saint-Josse, c'est la question de la propreté. Philippe Boycoté, vous êtes en retard sur le temps de parole, je vais vous permettre de répondre parce que là, il y a déjà des efforts qui sont mis en branle. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce que ça doit passer par plus de sanctions selon vous? Ouais, d'abord, une meilleure organisation aussi. Saint-Josse, c'est 3 zones de ramassage, 7 horaires de ramassage. Donc de l'agence différents. Bruxelles Propreté alors. Des discussions qu'il faut avoir aussi à un moment avec l'agence Bruxelles Propreté sur une commune qui fait 1 km². En 5 minutes, vous pouvez traverser les 3 zones. Et donc, vous avez l'impression, 4 jours sur 7 par semaine, que cette commune est toujours sale. Donc, il y a d'abord aussi un problème d'organisation, un problème de discussion aussi à avoir avec la région. Il faut aussi s'attaquer aux dépôts d'encombrants qui posent aussi énormément de nuisances aux riverains. Et là, on revient avec quelque chose qui n'est pas neuf, qui a été fait par le passé. C'est des collectes collectives. Oui, vous parlez aussi de caméras mobiles pour traquer les installer dépôts aussi clandestins. des caméras mobiles. Donc ça, c'est aussi un des projets de la majorité, mais qu'on continuera, qu'on mettra évidemment en place. Et puis, ce que nous, on voudrait aussi mettre en place, c'est une brigade de nuit. Une brigade de nuit qui serait chargée de patrouiller dans les rues de Saint-Josse et d'empêcher toute forme de dépôt clandestin, parce qu'on se rend compte que beaucoup de ces dépôts se font la nuit, quand il n'y a personne dans les rues. Et donc ça doit passer par des engagements supplémentaires, selon vous? Est-ce qu'il y a le personnel actuellement ou est-ce qu'il faut recentrer certains moyens? S'il faut mettre les moyens, on mettra évidemment les moyens, et il faut aussi que nos services soient équipés correctement et qu'ils soient aussi associés aux équipements qui leur sont donnés. C'est important aussi que nos travailleurs puissent se sentir à l'aise avec les outils qu'ils utilisent, et quoi de mieux que de les associer aussi au choix de ces équipements. Oui. Et il y a aussi toute une série d'autres mesures que nous prévoyons, notamment aussi des peines pour les personnes qui commettent des incivilités, des prestations donc citoyennes. Donc des peines de travail, vous voulez dire? Ça existe déjà dans certains domaines, et donc pourquoi ne pas l'étendre au domaine de la propreté? Oui. Ça se fait déjà à Saint-Josse. Et donc, je vais donner la parole à M. Dancouche, si vous pas, permettez, qui est en retard sur le temps de parole. Quand je lis votre programme, M. Dancouche, je vois renforcer la répression des comportements inciviques. Ça veut dire que ça doit passer par des sanctions. C'est très clair pour vous dans votre programme. Tout à fait. C'est ce qu'il en a été déjà auparavant à Saint-Josse. C'est parce que c'est vrai qu'on retrouve énormément de déchets clandestins. Bon, on peut très bien mettre des caméras, effectivement, c'est aussi donc coûteux. Mais je pense qu'il faut essayer de pousser ce que veut dire la propreté voisinage. Donc il faut essayer de passer ce message aussi en disant qu'on ne va pas aller mettre des sacs poubelles, par exemple, à 17h ou à 16h devant la porte. Il y a des conditions, il y a des règles. Si on ne suit pas les règles, en tant qu'habitant, ce n'est pas ni à l'administration, ni aux améliorations dans l'administration qui va valoriser que la propreté... Vous avez l'impression qu'il manque de sanctionnateurs communaux? Je pense que les sanctions vont réduire énormément, et on veut aussi de trouver plus d'agents de propreté que nous avons déjà eu avant. Ce sont des contrôleurs, à mon avis, qui devraient être dans les respects des habitants et des quartiers qui sont aussi vulnérables. Oui, alors un autre point de votre programme, pour s'étendre là-dessus, vous parlez de la mise en place d'un projet pilote avec des conteneurs souterrains qui sont accessibles via un badge. Ça remplacerait des collectes de déchets de Bruxelles Propreté à certains endroits, selon vous? C'est un projet, effectivement, qu'on envisage. Pourquoi pas? Le pourquoi pas. Et il faut savoir aussi que quand nous voyons déjà les déchets qui sont tellement volumineux, qui sont à travers d'être dans les trottoirs et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y a là aussi un moment de l'inconscience par ceux qui utilisent aussi ces poubelles pour rejeter ou jeter des déchets. Donc je pense qu'il faudrait essayer de valoriser les conteneurs afin de retrouver aussi le bien-être. Monsieur Benamou, vous n'avez pas l'air très content non plus de la propreté dans la commune, puisque vous prônez pour la mise en place d'un plan communal zéro déchet. Ça doit passer par quoi pour vous? Écoutez, Monsieur Dancouche nous a pris un peu l'idée, parce qu'on l'a proposé à la région. Donc les conteneurs. Oui, les conteneurs. Mais le problème, c'est qu'on a été vraiment faire des recherches. Et le problème à Bruxelles, c'est qu'il y a des câblages
qui sont un peu dispersés dans le sol. Donc c'est un peu compliqué de faire justement et d'installer ces conteneurs-là parce qu'il y a vraiment, on n'a pas, on va dire, de plan de câblage, par où passe ce câble là et de là. C'est ça le souci qu'on a avec les conteneurs. Donc c'est une idée, mais c'est très difficile de la mettre sur le terrain. Et ce plan zéro déchet, qu'est-ce qu'il prévoirait d'autre? Ben écoutez, c'est déjà de changer la politique au niveau régional. On sait qu'il a mis au niveau régional. Vous voulez parler d'Alain Marron, j'ai bien compris, donc qui est écolo. Ça a posé beaucoup de problèmes aux ménages. Il y a des gens qui terminent... Donc ça, c'est pour Bruxelles Propreté par rapport aux collectes. Hein. Ouais. Voilà. Donc c'est votre point, vous pensez qu'une réorganisation des collectes, c'est nécessaire. C'est bien ça. Alors Monsieur Kir, une réponse rapide, parce que quand je vois ce que vous indiquez dans votre programme, où vous dites on nettoie les voiries tous les jours de 6h30 à 20h, il y a des parcs en conteneurs gratuits en région bruxelloise, il y a 2 fois plus de corbeilles de rue, soit 360, comment expliquer que le constat ici, c'est que ça reste sale et qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? En fait, prendre la propreté et parler que de la propreté, c'est court. Aujourd'hui, il y a pratiquement 10 000 personnes qui vivent dans la rue, qui produisent des déchets pendant 24 heures. On a un énorme passage à Saint-Josse. La ville fait 30 000 habitants, mais en journée, on tourne parfois entre 60 et 100 000 habitants au niveau du passage. Donc, il y a une protection importante. On a fait des efforts considérables. On a doublé le nombre de corbeilles. On a doublé le nombre d'heures de prestations, 13 heures par jour. On a un parc à conteneurs. On est la seule commune à proposer un parc à conteneurs pour ses habitants. Ça soulage énormément. On a aussi travaillé au niveau du tri, mais reconnaissons, et ça a été dit aujourd'hui, que le gouvernement régional, à l'initiative du ministre Marron, a compliqué le jeu avec l'essai de passage. Moi, je regrette que Écolo PS n'ont pas été forts au point de faire entendre au gouvernement que c'était un mauvais chemin. Par contre, je pense que nous devons encore améliorer des choses. Et par rapport aux choses que nous devons améliorer, je pense qu'il faut mettre des caméras mobiles intelligentes, qu'il faut pouvoir travailler aussi en nocturne. C'est ce qui est prévu, mais nous avons manqué de budget. On était en fin de législature. Il y a encore un pan important de réformes que nous devons réaliser. Là, on retrouve donc certains points communs entre vous, le programme du PS et le programme de la liste du bourgmestre. Alors, Monsieur Moussine, est-ce que c'est la faute à Bruxelles Propreté, la malpropreté à Saint-Josse? Écoutez, lorsque c'est des choses positives, c'est grâce à la commune. Des choses négatives, c'est à cause de la région. Donc, je ne vais pas commencer à faire le tri, voilà, puisqu'apparemment... mes collègues sont convaincus que c'est à cause de Bruxelles Propreté. Moi, je dis simplement que le constat, les rues sont sales. On balaye du matin au soir. Je pense que la politique de la propreté, elle doit se faire sur 3 pieds. La prévention, ils n'en ont pas parlé, et pourtant c'est essentiel. C'est essentiel. Ensuite, vous permettez... Oui, c'est vrai que j'ai demandé d'être bref à certains candidats, donc je vous en prie, allez-y. 2, effectivement, le nettoyage, et là on peut dire qu'ils le font, et puis sanctionner, effectivement. Alors pas sanctionner que les tonneaux d'eau, parce que de manière régulière, je vois des véhicules... Vous avez l'impression qu'on ne sanctionne pas assez? Ah non, mais attendez, il n'y a plus de sanctionnateurs. À l'époque, il y en avait 3. Aujourd'hui, ils sont débordés. Il y en a un qui est malade, il y en a qui est à la retraite. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des sanctionnateurs, et je les ai croisés, j'en ai croisé certains, je vous assure que la politique, c'est pas de sanctions. Et ça, c'est problématique. Et donc, nous travaillerons également sur la prévention et les sanctions. Pour nous, c'est sur ce trépied, c'est sur ces 3 pieds qu'on pourra mener une vraie politique de la propreté. Après, sur la question du tri, effectivement, on a imposé les sacs oranges et je peux constater qu'effectivement, ces sacs oranges, des fois, eh bien, il y a du liquide qui coule, c'est problématique. Et sur les sacs oranges, je pense que faire des conteneurs qui permettrait aux citoyens de pouvoir déposer leur sac orange parce que ça a des nuisances chez soi, eh bien ça c'est une piste que nous on veut développer et sur lequel on travaillera en collaboration avec la région. Oui, alors une réponse rapide, Monsieur Kir, est-ce qu'il y a un mot d'ordre de ne pas sanctionner? Quand même, il y a des limites. Il y a des fouilles qui sont faites régulièrement. Chaque fois qu'on retombe sur les enveloppes, on a des amendes qui vont de 600 à 1000 euros sur le sac orange. Oui. Et non, est-ce qu'il n'y a pas d'agent sanctionnateur? Mais si, il y a bien un agent sanctionnateur. Notre secrétaire communal, in fine, signe tous les documents. 2, sur les déchets oranges. Les rats remontent en surface à cause de ça. Ils reniflent les déchets organiques. On a une invasion de rats dans nos quartiers. 3, sur ce qui a été dit par rapport aux conteneurs enterrés, je rejoins M. Benamou. En fait, quand on regarde le sol bruxellois, malheureusement, c'est impossible. C'est possible dans d'autres villes, mais à Bruxelles, les tuyaux qui sont
en sous-sol ne sont pas à un endroit. Ils sont un peu dispersés et il est impossible, puisque nous avons essayé de le faire au cours de la législature 2006-2012 sur la place Saint-Josse avec le noyau commercial, ça n'a pas été possible. Alors il reste à peu près 20 minutes dans ce débat. Monsieur Benhamou, vous êtes en retard sur le temps de parole. Je vais vous donner la parole sur une politique qui vous tient à cœur. J'ai déjà cru le comprendre dans ce débat, c'est la politique de mobilité. Il y a beaucoup de petites rues à Saint-Josse. Saint-Josse est également victime du trafic de transit. Comment mieux réguler la circulation dans les années à venir? On a bien compris, Monsieur Benhamou, que pour vous, ça ne passait pas par Good Move. Ça doit passer par quoi? Ça doit passer par les citoyens. Encore une fois, je reviens au tenez-doigt. Le problème, c'est que le boulevard du Jardin Botanique, on l'a fait en une bande. On dit que ça allait diminuer la couche d'ozone, parce que je crois que c'est le Jardin Botanique qui fait toute cette pollution, mais ça a empiré. J'ai habité dans le quartier nord, maintenant j'habite du côté de la place Saint-Josse. Faut savoir que Saint-Josse, on transite par Saint-Josse. On le sait très bien, tous les habitants de Saint-Josse n'ont pas tous une voiture. Mais est-ce qu'il faut mettre des dispositifs physiques pour empêcher ce trafic de transit ou pour le réguler? Au fait, tout allait bien avant. Avant qu'on change ça, tout allait bien. On a changé pas mal de choses. Et je pense que c'est pas au niveau communal, je suis qu'un simple débutant, je pense. Je pense que c'est au niveau de la région. On a modifié des sens, on a modifié et tout se renverse. Donc on reprend tout à zéro, selon vous? Honnêtement, pour moi, c'est comme ça qui devrait avoir lieu. Alors, Monsieur Dancouche, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Benhamou? C'était mieux avant et maintenant c'est plus compliqué encore et il faut revenir en arrière. Nous voulons tout d'abord faire un Saint-Josse, m'aligner avec M. Benhamou. Il y a des points, effectivement, du problème Good Move, effectivement, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que les artères de la chaussée de Louvain n'ont plus cette fluidité et que, quotidiennement, tout le monde se plaint de problèmes respiratoires, du problème de l'aise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les écolos le savent aussi, effectivement, mais l'efficacité n'est toujours pas encore mise en place. Nous, notre moyen de ce qu'on voudrait, c'est retrouver que chaque citoyen puisse avoir un déplacement et trouver leur place à Saint-Josse. Mais ça doit passer par quoi, en fait, c'est de pousser le max possible que les gens puissent utiliser des vélos, les emplacements de vélos. Alors, mettre en place des scooters, effectivement, qui seraient vraiment mis sur des places afin de faciliter la mobilité. C'est vraiment notre enjeu primaire. Et on veut vraiment qu'elle soit vraiment à l'absolu, à l'immédiat. Donc, si je vous ai bien compris, et vous confirmerez, vous voulez qu'on limite l'emprise de l'automobile sur le territoire de Saint-Josse? Tout à fait. N'oublions pas qu'on parle toujours de 1 km². Nous sommes une petite commune. Et donc, pour vous, est-ce que ça doit pas passer par des dispositifs physiques à un moment donné qui permettent de ne pas entrer dans certains quartiers ou de limiter la vitesse dans ces quartiers ou autres? Oui, bien entendu. Donc, tout proche, question d'école, effectivement, je pense qu'il y a déjà une limitation de 30 km/h. Donc, je dirais plutôt de mettre ces dispositions partout, tout à fait, dans l'ensemble du territoire. Donc, voilà, il faudrait garder cette disposition à longue continuité. Donc, c'est important. Parce que quand on voit les gens qui roulent aussi des voitures excessivement très rapides, il faut savoir que nous avons des règles à respecter. Et alors, il faut vraiment trouver ce comportement, bien entendu. Alors, Monsieur Boycoté, est-ce que Saint-Josse a besoin d'un plan Good Move? Alors, il y a deux problématiques à Saint-Josse en matière de mobilité. Il y a d'abord la circulation locale. Et là, sous cette législature, il y a énormément de choses qui ont été entreprises, notamment pour déplacer le stationnement en voirie vers le stationnement hors voirie. On est passé de près de 200 places de stationnement hors voirie gérées directement ou indirectement par la commune à aujourd'hui près de 800 places de stationnement. Et on attend encore l'ouverture prochaine du parking Skelquin. Et donc là, la commune a déjà entrepris toute une série de démarches pour adresser ce problème, pour régler ce problème. Maintenant, il y a l'autre problème, qui est celui du trafic de transit. Et là, il faut faire la distinction entre les voiries locales et les voiries régionales. Et donc là, pour les voiries locales, ce qu'il faudrait, c'est commencer à installer des caméras ANPR. C'est prévu dans le haut de la chaussée de Louvain et à d'autres endroits. Il faudrait l'étendre à d'autres rues. Je pense à la rue Tiberquin, à la rue de la Ferme, à la rue de l'Artichaut, à la rue Hydraulique et surtout
le quartier nord, le circuit de la prostitution. Donc les caméras NPR, c'est les fameuses caméras qui délivrent des redevances aux personnes qui circulent dans des voiries, à partir du moment où la commune décide que ces voiries-là doivent être décongestionnées. Ça se fait naturellement en Flandre. Il y a énormément de communes qui le font en Flandre. Je pense que c'est un modèle qu'on peut importer à Bruxelles. Ça se fait aussi à Bruxelles dans certaines communes, mais sur des voiries régionales. Je pense qu'il faut passer aussi aux voiries locales. Alors, Émir Kir, je vais vous donner la parole, Ahmed Moussine, juste après. Mais pour ne pas vous couper, je vais vous dire que vous êtes en avance sur le temps de parole, que je vous demanderai donc d'être bref sur la question de la mobilité. Un point, Émir Kir, dans votre programme, vous parlez de priorité absolue accordée aux piétons et aux transports publics. Vous voulez diminuer l'emprise de la voiture sur le territoire de Saint-Josse? Alors, d'abord, je voudrais dénoncer la politique régionale, qui est une politique d'imposition de la mobilité. Je sais ce qui est bon pour vous. Sans permis d'urbanisme, changer la mobilité. Ce que le gouvernement écolo-PS a fait énormément de tort à la mobilité, à l'économie, aux familles, aux habitants. On a souffert pendant cette législature. On a monté les habitants les uns contre les autres. Je n'ai jamais vu ça. J'ai été ministre pendant plus de 8 ans. Avec Charles Piquet, jamais je n'ai vu ces conflits entre habitants. Rappelez-vous des bagarres à Anderlecht, à Schaerbeek. Est-ce que vous pouvez en venir à vos propositions? Moi, j'ai tout le temps refusé le good move. Pourquoi c'est pas un good move? C'est du stop, c'est du béton, c'est des sens uniques, c'est foutre le boxon. Rappelez-vous de la manière dont ils ont fermé à un moment donné le tunnel. Pendant 1 kilomètre, on fermait le tunnel, il n'y avait pas de travaux. C'est juste pour nous embêter. Nous, ce que nous souhaitons, c'est la fluidité dans la mobilité. Il faut revenir avec la fluidité dans la mobilité. On doit passer d'un endroit à un autre. 2, les habitants doivent être privilégiés. Il faut du stationnement. La région ne nous aide pas pour le stationnement. Elle refuse les permis, elle refuse de donner des copecs pour ça. 3, par rapport aux commerçants, n'oublions jamais que nos commerces vivent aussi de la visite des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, moi, je demande qu'il y ait de l'équilibre. Le mot vraiment très juste qui va avec la mobilité, c'est d'un côté la fluidité et puis de l'équilibre entre toutes les formes de mobilité. Alors, Monsieur Moussine, quand je lis votre programme, vous dites revoir le plan de circulation en concertation avec les habitants. Revoir ce plan, dans quel sens? Écoutez, nous, quelques éléments de contexte. Il n'y a que 30% des ménages tenaudois qui ont des véhicules, des voitures. Saint-Josse est la commune la mieux desservie en transport en commun. Les cours de récréation des écoles de Saint-Josse sont les plus pollués de la région. C'est pas normal, c'est pas normal. Et donc nous, l'indicateur, c'est comment, ensemble, on fait diminuer la pollution dans les cours de récréation. Et alors on discute, on réfléchit. Ce que je constate simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 soucis, effectivement. Le souci du trafic de transit. Alors après, on discutera. Je vois en tout cas qu'il y a un consensus pour essayer de le faire diminuer. Bon voilà, pourquoi pas, on travaille. Et puis... Je n'ai pas dit ça. Non, mais je ne parlais pas de vous, je parlais des autres. Ne dites pas, je n'ai pas dit qu'il fallait fermer les rues. Non, diminuer le trafic de transit. Si vous n'êtes pas d'accord pour diminuer le trafic de transit... je pose des questions sur ce plateau. Si vous fermez une rue, une autre... C'est sur son temps de parole. Et puis, la deuxième chose, c'est la question du parking. Effectivement, depuis que le bourgmestre, que M. Émir Kir est arrivé, il y a à peu près 150 places de parking en surface qui ont été supprimées. Voilà. Sans doute, il accusera la région, mais c'est lui qui les a supprimées. Il y a surtout un parking de 542 places, rue Skelquin, qui est fermé depuis des années. M. Boycoté a annoncé sa réouverture future. Oui, mais les raisons... Alors, je vais vous dire. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Il y a un point qui est passé au dernier conseil communal. Il fallait repeindre tout le sol du parking, 160 000 €. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des infiltrations d'eau, parce qu'ils n'avaient pas prévu. Ensuite, ils ont repeint. Il y a eu de la poussière. Excusez-moi, je trouve que c'est important. Mais vous dépassez votre temps de parole, Monsieur Moussine. Je vais devoir vous couper. 800 000 € au total. Ce dérapage, il est dû à de l'incompétence. Alors, une réponse à M. Kir, rapide. Si vous j'ai jamais cité M. Kir, Non, la majorité, alors, je peux poser la question à M. Boycoté. Il ne connaît même pas aussi, le dossier, il en parle. Qu'est-ce que c'est ridicule? Ça ne mérite même pas une réponse. Alors, M. Boycoté, une réponse par rapport à ça. Ce dérapage budgétaire... Écoutez, moi je suis là pour parler des projets des habitants et pas des difficultés que rencontrent les chantiers, ce qui peut arriver régulièrement. On a eu le cas par le passé aussi dans d'autres chantiers à Saint-Josse. Voilà, moi je suis là pour parler de ce qui peut faire avancer
le quotidien des gens, et c'est ça l'essentiel pour moi. Très bien, alors on va passer au dernier point, c'est un thème qui concerne le quotidien des gens, il s'agit du thème du logement. Saint-Josse est une commune où le bâti est ancien, il est parfois vétuste et les ménages n'ont pas des bourses extensibles, donc les moyens manquent parfois pour rénover efficacement ces logements. Comment améliorer l'état du bâti, comment rendre les loyers plus accessibles, c'est le thème qu'on aborde, le thème est vaste, nous avons une dizaine de minutes, je vais donner la parole en priorité d'abord à nos deux invités qui ont le moins parlé, c'est vous, Monsieur Dankouch, et vous, Monsieur Benhamou. Monsieur Dankouch, vos propositions pour le logement, est-ce que ça doit passer par du logement public, plus de logements publics, plus de logements communaux, par exemple? Tout d'abord, nous voulons encourager les propriétaires, qui est très important parce qu'il y a quand même des travaux qui doivent être en rénovation afin d'améliorer. Donc l'amélioration, c'est dans l'efficacité énergétique. Alors les habitants, ça leur permettra aussi de réduire leurs factures. Alors quand on parle souvent des maisons murées, c'est vrai que c'est un manque de logement. Je suis totalement d'accord. Donc pour vous, il faudrait les transformer le plus rapidement en logement. Je pense que nous avons un plan que nous devons absolument, et dans l'absolu, de mettre en œuvre un appel d'offres, un entrepreneuriat qui serait dans la capacité de résoudre ce problème. Et financièrement, effectivement, ce n'est pas évident. J'avais déjà entendu à l'époque, à un moment, qu'il y avait donc pour 300 mètres carrés 1 million d'euros d'investissement, si M. Moussine peut me confirmer cela. Donc, en tant que dans la formation de l'architecture, donc je trouve que c'est quand même assez énorme. Donc, c'est-à-dire que ce genre de truc de 300 mètres carrés à 1 million n'existe pas, tout d'abord. Donc, il faut essayer de trouver qu'à 100 mètres carrés, des travaux peuvent se réaliser dans les prix de 120. Mais on ne connaît pas. De quoi s'agit-il, en fait, sur 1 million? C'est reconstruire un nouveau bâtiment? Non. Moi, je pense que l'efficacité, c'est de mettre en œuvre avec des entrepreneuriats qui doivent réaliser un plan de réalisation, un schéma avec un métré qui doit désigner quels sont, dans l'absolu et dans l'urgence, à réaliser. Et ils ne sont pas toutes insalubres. Oui, mais pour vous, votre priorité, si j'ai bien compris, c'est ces maisons qui sont aujourd'hui du patrimoine communal, qu'elles soient transformées en logement le plus rapidement possible. Tout à fait, parce qu'il y a une souffrance par la population, effectivement, donc à l'heure actuelle, d'un manque de logement, parce que les prix sont assez excessifs dans l'insalubrité. Donc, et on veut vraiment réduire et assouvir que tout ce qui est population puisse retrouver sainement ce qu'on appelle le vivre ensemble et son bien-être, en fait, à Saint-Josse. Alors, Monsieur Benhamou, vos priorités en matière de logement, est-ce que ça passe par la création de logements publics, par un soutien à la rénovation? Dites-nous. Écoutez, moi, par ma simple analyse du terrain, j'ai parlé avec pas mal de familles. Je pense qu'avant de rénover ces maisons, je pense qu'il faut rénover ces logements qui sont souvent insalubres, qui ont de la moisissure. On a connu même en commun des personnes et des familles, moi et M. Boakété. Je pense qu'il faut déjà commencer par résoudre les problèmes des habitations qu'on a déjà, c'est-à-dire les logements sociaux qu'on a actuellement. Il faut d'abord les rénover avant de sauter aux maisons que nous n'avons pas. Et donc, il y a des maisons qui appartiennent au patrimoine communal, puisqu'elles ont été achetées par la commune. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Dankouch que ça doit être leur rénovation pour les transformer en logement? Je pense que la priorité, c'est d'abord de rénover les logements actuels avant d'attaquer les nouveaux logements. Alors, Monsieur Boakété, quand on lit votre programme, vous parlez de 300 logements publics supplémentaires avec une réduction de la facture énergétique. 300 logements qui seraient donc quoi, achetés par la commune ou rénovés par la commune? Expliquez-nous plus précisément parce que votre programme ne le fait pas. Mais écoutez, je vais rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Benhamou. Effectivement, il faut aussi tendre vers l'efficacité énergétique du patrimoine public. Il y a un gros travail qui a été fait ces 10 dernières années au niveau du logement public. Je pense au logement social et au logement communal, mais il faut poursuivre évidemment. Et M. Benhamou, on peut faire les deux en parallèle. On peut poursuivre l'acquisitif, on peut poursuivre l'acquisition de nouveaux logements, tout en menant une politique de rénovation et d'isolation de l'existant. C'est ce que nous faisons. Il faut, vous l'avez dit, notre programme prévoit toute une série de mesures. On prévoit notamment la création de 300 logements supplémentaires
Il y a évidemment les logements dont on a parlé qui se trouvent dans le quartier nord, les 40 logements qui font l'objet d'une rénovation future. Mais il y a aussi toute une série de biens qui peuvent aussi faire l'objet d'acquisition dans le cœur de Saint-Josse parce que les prix sont en train d'augmenter dans le cœur de Saint-Josse. Et je pense qu'il faudra aussi que la prochaine équipe s'attaque à la production de logements publics dans le cœur de Saint-Josse parce qu'aujourd'hui, moi, je suis régulièrement interpellé par des familles qui reçoivent préavis juste parce que le propriétaire veut augmenter le loyer. Et donc là, il y a un travail à faire, tout en travaillant aussi en parallèle sur le locatif privé, sur le mal logement. Donc il faudra lutter aussi contre les marchands de sommeil, les divisions anarchiques, l'habitat de type Airbnb et les logements inoccupés. Parce que là aussi, il y a possibilité de remettre sur le marché du logement de qualité. Oui. Alors, Monsieur Benamou, séance de rattrapage pour vous, parce que vous avez 1 minute de retard dans le temps de parole, et on ne voudrait pas terminer le débat comme ça. Une autre priorité en matière de logement, si vous en avez une, que vous voudriez mettre en exergue? Écoutez, moi je pense qu'il faut améliorer, donner un peu plus de subsides pour les propriétaires, pour justement, ça fait rire toujours Monsieur Moussine quand on parle, lui tout est à la rigolade, mais je pense qu'il faudrait donner des subsides aux propriétaires pour rénover et améliorer la qualité de vie de chaque citoyen. Ouais. Alors, Monsieur Kir, je vais vous donner la parole en vous demandant d'être bref. Quand je lis votre programme, vous dites 1 million d'euros par an pour rénover des logements privés grâce aux primes communales et régionales. Ça veut dire qu'il y aurait un bonus supplémentaire communal à la rénovation? Donc, il y a deux aspects. Il y a les logements publics, je vais y revenir, les logements privés. Nous avons créé un service avec des techniciens comme des architectes qui accompagnent les gens pour obtenir les primes. Vous savez que c'est la croix et la bannière pour obtenir des primes en région bruxelloise. Les procédures sont complexes et lourdes. Et elles vont être réformées à nouveau. Et puis, en tout cas, vous savez, on n'a pas parlé aujourd'hui de l'accès aux services, mais la digitalisation, c'est le seul moyen pour avoir des primes. Nous, on a un guichet ouvert, les gens viennent, et grâce à ce guichet, on a plus d'1 million d'euros déjà d'aides que nous avons fait et qui ont permis la rénovation de ces biens et l'économie d'énergie. Maintenant, sur le logement public, je pense que tout en atteignant des objectifs de sécurité, en luttant contre le trafic de traite des êtres humains, on peut acheter des maisons, obtenir des subsides de la région, c'est ce que nous faisons actuellement. Donc c'est ce que vous allez faire avec votre patrimoine communal. Ce que je voudrais dire, c'est que pour la prochaine législature, si les choses se passent comme je l'espère, je vais reprendre en main moi-même cette compétence. Très bien. Monsieur Moussine. Non, mais je suis inquiet parce qu'effectivement, avec la nouvelle majorité, la question des primes est remise en question. Mais nous, notre priorité, ce sera ces logements murés. Et ils ne sont pas que dans le quartier nord, vous en avez rue des Moissons, rue Traversière, un peu partout. Et nous, ce qu'on estime, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il faut faire une alliance citoyen-commune. Et comment? Bien, c'est simple. On va essayer de trouver toutes les familles qui ont un prêt du fonds du logement. On leur vendra un appartement à 1 euro. Ils seront propriétaires pendant 30 ans, ils le rénovent, et au bout de 30 ans, la commune les rachète. Pour nous, ça, c'est une priorité. Et puis, une attention particulière, parce qu'effectivement, il y a les maisons, mais il y a aussi les maisons de repos. Et il y a eu une grève récente concernant la maison de repos, et nous, on sera attentifs aussi que les résidents de la maison de repos de Saint-Josse aient de l'eau chaude, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et on doit en être conscient, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, une partie des résidents demandés aux travailleurs. Et donc, je trouve que tous les tenaudois, qu'ils soient vieux, jeunes, quels qu'ils soient, auront un droit à un logement de qualité. Alors, une réponse sur cette eau chaude dans les maisons de repos, Monsieur Boycoté? Non, okay, Monsieur Kir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Alors, Monsieur Dancouche. Les pannes n'existent pas. Il peut y avoir un moment une panne dans un logement, ça n'arrive pas. J'ai juste une petite question. Pour le logement à 1 euro, le cadastre, qui le payera? Écoutez, il y a un principe qui s'appelle le Community Land Trust, qui a été fait à Etterbeek, XL. Le modèle existe ailleurs, et donc je vous enverrai tout notre projet. Alors, Monsieur Dancouche, il reste moins de 2 minutes. Je vais vous redonner la parole, parce que vous êtes en retard sur le temps de parole. Vous parlez aussi, dans votre programme, de réduction du revenu cadastral. Vous voulez qu'on étudie un nouveau système de calcul, si je vous ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc, parce que pousser les gens dans les primes, c'est quelque chose qui est magnifique, effectivement. Mais il faut essayer d'avoir aussi entre propriétaires et locataires le bien-être. Et si on ne trouve pas entre les deux. Donc, nous allons faire un guichet unique, spécialement dans les points les plus essentiels, les plus sensibles, les plus vulnérables. Parce que quand on parle d'un projet, par exemple, de rénovation, et quand on parle d'un projet, il faut savoir qu'il n'y a pas que la commune qui prend la décision. Il y a encore les pompiers.
il y a encore la police, ça prend du temps. Et on veut vraiment faire un guichet afin de retrouver dans l'absolu la facilité, au plus vite possible, de pouvoir rénover des appartements qui sont dans des états d'insalubrité. Alors, monsieur Benamou, vous terminerez cette émission parce que vous avez 1 minute de retard sur le temps de parole. Alors, cette réduction du revenu cadastral, est-ce que vous l'appelez de vos voeux également, ou quelle autre mesure pour aider les propriétaires privés? Ben, écoutez, j'ai habité aussi à Schaerbeek. Je pense que Saint-Josse est la commune où on paye le moins de revenus cadastral. Donc, honnêtement, j'en suis content de ce travail-là. Notre famille, parce que je suis aussi boulanger, je crois que vous le savez, hein, on est là depuis 45 ans à la rue de Brabant. Je suis bien placé pour savoir que le cadastre a explosé à Schaerbeek. Et ce n'est pas le cas à Saint-Josse. Donc il ne faut pas de révision de cadastre, si je vous ai bien compris. Ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir débattu sur ce plateau. Demain, on se retrouve à XL avec un autre débat d'1h15. Merci à Thomas Dufrane de m'avoir aidé à la préparation de ce débat. Très bonne soirée à tous.